chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, nous allons nous questionner sur un vaste sujet qui nous concerne tous. Je ne connais personne qui ne se soit jamais posé la question et je ne connais personne qui détienne la bonne réponse. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'accueille Christophe Cosset, ici en tant que réalisateur, car il possède bien d'autres talents dont il nous parlera peut-être. Merci Christophe d'avoir accepté notre invitation. Ouais, ben, je vous en prie, Jackie, c'est avec plaisir. Et puis, les circonstances dans lesquelles se sont faites cette invitation m'incitent évidemment à me livrer de tout cœur à vos questions. Merci. Alors, votre série documentaire Wake Up est un hommage au vivant, au merveilleux de la création et à la permanence de la conscience. Et à la question est de savoir d'où vient l'origine de la vie, donc l'origine de l'univers. Alors, fruit d'un travail phénoménal, vous nous invitez à découvrir le merveilleux de la création, tout ce qui démontre l'interdépendance du vivant à travers le prisme de l'énergie, de la fréquence, de l'information et de la conscience. Alors, pour répondre à cette question majeure, vous vous êtes lancé dans un vaste projet documentaire de 6 épisodes de 90 minutes, mais en fait, c'est un peu plus, c'est 110, 120 chacun, et qui, dans une approche épistémologique, réunit d'éminents représentants des domaines scientifiques, spirituels, artistiques et philosophiques. Alors tout d'abord, Christophe, que pouvez-vous nous préciser de votre parcours professionnel qui est si étendu ? Fichtre. Oui, j'ai juste dit réalisateur ce soir. Je vous laisse dire le reste. Non, mais alors, c'est encore l'approche par équivalence. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui me définit le mieux ou plus simplement ma façon d'être au quotidien sans avoir à se référer à ce que j'ai pu faire dans ma vie, mais il est vrai que c'est assez éclectique et riche. Certes, je fais des réalisations, je fais des productions cinématographiques ou télévisuelles. J'écris également. J'ai également aussi tenu dans un cabinet médical pendant une dizaine d'années, un cabinet de thérapie en psy jungienne et en hypnothérapie. J'exerce également comme agriculteur. J'ai été passionné par les sports de glisse et avec 2 copains il y a maintenant bien des années, presque 40 ans, j'ai lancé le snowboard en France. Je suis passé par la case bourse comme trader. Je suis passé par l'anthropologie sociale aussi. Bon, bref, j'aime la vie et je la bouffe. Et tout est lié de toute façon. Oui, et, oui, et c'est exactement ce que me disait un ami qui d'ailleurs est aussi dans la série, c'est que il était ravi pour moi parce que cette série incarne en définitive toutes les expériences de vie que j'ai pu rencontrer et qui m'ont appris, qui m'ont fait trébucher, qui m'ont fait réfléchir. Et, et c'est un peu comme si c'était la substantifique moelle de tout ce que j'avais pu comprendre ou, euh, ou expérimenter. Ouais. Et alors, comment vous est venue la nécessité de vous lancer dans une telle entreprise ? Parce qu'on a Alors, l'impression que ça vient, c'est il y a profond. évidemment des causes immédiates et il y a aussi des causes profondes. Les causes profondes, ben, on vient un peu de les évoquer. C'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait une conjonction assez extraordinaire
entre les conclusions de la physique quantique avec, les cultures des peuples traditionnels, avec les textes sacrés également et avec la philosophie. Et à ce titre, je me suis dit qu'il fallait, il me fallait et je n'avais pas d'autre choix que de le faire, que de me lancer, dans cette aventure. Les causes immédiates, c'est, la situation, que l'on peut, qualifier de multiples façons, la situation de notre, humanité aujourd'hui, la situation de nos sociétés modernes, ou postmodernes ou même, des sociétés plus, traditionnelles et le déclencheur, c'est, la crise, dite, Covid, qui pour moi, a revêtu, véritablement les aspects d'une crise anthropologique, parce qu'il ne s'agit pas que d'une crise, sanitaire, hein, c'était révélateur, non Mmh. seulement d'une crise, politique, d'une crise, des mentalités, d'une, crise, économique, enfin à tous les niveaux et ce qui m'est venu alors, pour, certains, de vos auditeurs, ça pourra être une évidence, pour d'autres, il peut y avoir, quelques doutes ou circonspections, mais c'est avant tout, un message, que j'ai reçu, dans une de mes, méditations et depuis, j'y vais, sans réfléchir. Alors, qui sont et comment avez-vous choisi les intervenants? Alors, les intervenants, ils sont aussi bien, issus des sciences dites, dures comme, physique, maths, chimie, astrophysique. D'autres, sont issus des sciences molles, sociologie, anthropologie, ethnosociologie, psychologie. J'ai aussi fait appel, comme vous le rappeliez en préambule, à des méditants. J'ai fait appel, à des chamans, à des représentants de peuples, traditionnels pour, m'aider dans cette, quête que, de réviser complètement, ce que j'avais appris ou ce que je croyais comme étant acquis et il s'avère qu'en en suivant, justement, les principes de la physique quantique et puis, les réflexions des grands, mystiques, Oui, venir. et et des philosophies, à la lecture de ces philosophies anciennes, je me suis rendu compte, bon ça je le savais déjà, par expérience, depuis quelques années, mais que notre, dite réalité n'était finalement qu'une grande illusion et que c'était, cette réalité, c'est, l'illusion la plus communément partagée entre nous et ne serait-ce que de considérer que le vide, ou considéré comme tel est en définitive plein, considérer que la matière, comme influencés que nous sommes par la philosophie matérialiste, la matière ne représente, qu'un millionième de milliardième du volume, d'un atome, ça porte à réfléchir et ça porte à se demander si, en définitive, l'invisible, n'est pas une réalité tout aussi tangible que le visible ou le manifesté et le non manifesté. Ça revient un Mais petit peu à cela et comment je les ai rencontrés? Il y a d'abord, des personnalités et je pense notamment à celle d'un grand savant, qui est le professeur Marc Henry qui, certaines de ces personnalités m'ont toujours, inspiré et pareil, pour, monsieur, Erwin Laszlo aussi, son travail ainsi que sa présence, m'ont toujours, beaucoup touché, Philippe Guillemant également et
ça s'est fait de façon très naturelle parce qu'à partir du moment où, j'ai, conçu, écrit, le projet et que, j'ai passé en revue quelles étaient les personnalités que je voulais, inclure, dans cette, aventure de Wake Up. Elles m'ont toutes répondu, de façon très, spontanée et avec, beaucoup d'enthousiasme et surtout avec beaucoup de cœur et ce qui va caractériser selon moi, chacune de ces personnalités, bien, c'est certes, leur intelligence, certes, leur culture à nul autre pareil, mais c'est surtout et avant tout, la qualité et la richesse de leur cœur. Ce sera le fil conducteur de toute cette série d'épisodes. En tout cas, Mmh. dans le premier, c'est visible, dans le second aussi. Je ne connais pas la suite, mais Elle on en parle. n'existe pas encore. Voilà, je sais. Et alors, puisqu'il y a une logique dans les épisodes qui se suivent, avant de nous concentrer sur le second épisode qui sort donc dans 15 jours, est-ce que vous pouvez nous résumer le premier épisode de Wake Up qui est sorti après le confinement et que vous avez judicieusement sous-titré La crise est une opportunité de changement. Mais peut-être, est-ce que vous voulez intervenir tout de suite ou est-ce qu'on passe la vidéo cœur Non, fréquence non, avant? je vous en prie, Donc, si la place à régie veut l'image. bien, si la régie veut bien, on va passer la première vidéo cœur fréquence et Depuis 70 ans, sont apparus toute une série de phénomènes inexpliqués faisant intervenir la conscience, montrant que la conscience, c'est quelque chose qui, attention, c'est peut-être bien différent du cerveau. La magie humaine, c'est pour être infiniment présent au monde, il faut être en dehors du monde. Le temps et l'espace sont une seule et même réalité. Il y a bien un réel qui est à la fois matière, mais à la fois conscience. La conscience n'est pas du tout ce qu'on pense, c'est-à-dire quelque chose qui est créé par le cerveau, mais quelque chose qui est relatif à la nature de l'espace lui-même. There is only one consciousness that we belong to. It's an embracing consciousness, and we are a part of it. C'est ça qui est absolument merveilleux de se réapproprier cette appartenance à l'univers. Parce que tout est relié. Ce que nous a appris Aristote, il y avait 4 éléments, mais il y avait le 5e, qui était l'éther. Et cet élément, l'éther, c'était toute la matière extraterrestre, qui est matière divine. On peut dire que le mot amour, quand on parle d'un amour évidemment universel, c'est la substance de l'univers. Et physiquement, en termes de magnétisme, c'est vrai. Le champ magnétique du cœur est beaucoup plus intense que le champ magnétique de la tête ou des intestins. 5000 fois supérieur à celui du cerveau. C'est ce qui est dit dans toute la tradition médiévale, que la force vient du cœur, pas de la tête. alors ce premier épisode a rencontré beaucoup de succès dès le début. Oui, alors, bon, avant de répondre à votre question, Jackie, une simple remarque. Malheureusement, je crois que la bande-annonce que vous avez diffusée est celle qui concerne la conscience. Et bon, c'est normal, on en parlait, c'est l'épisode qui va venir après. La crise est une opportunité de changement était véritablement basée sur ce que je vous exposais au préalable, à savoir une crise multiforme qui s'est, selon moi, catalysée à travers la crise Covid. Et en somme, au lieu de se lamenter et de dire que tout est foutu, euh, ma position d'altruiste, de Pangloss devant l'Éternel, est de toujours regarder vers là où j'ai envie d'aller. Je préfère regarder la lumière que
que de regarder les ténèbres ou tout ce qui est sombre, même si le fait de m'en détourner n'implique pas que je n'en ai pas conscience. Pour résumer, je vous en prie. Il faut rester dans des vibrations hautes. Oui, il faut, enfin, le verbe falloir étant intransitif, oui, vibrons hautement dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, certes, pour continuer à grandir et nous enrichir et ne pas nous disloquer tant avec nous-mêmes qu'avec nos semblables, qu'avec toute la vie qui nous entoure. Et pour revenir sur le propos principal de ce premier opus, je suis parti du vivant, puisque c'est la quête globale de cette série. Et dans le contexte de la crise que nous avons connue, à son paroxysme, vous dites que c'était effectivement juste après le confinement. Effectivement, le premier opus est sorti il y a 2 ans. Et j'insistais véritablement sur le fait que dans la nature, dans la création, il n'y a pas de mauvaise intention. Dans la nature, tout est interdépendant. On a beau être influencé par une doctrine darwinienne qui nous pousse au struggle for life, qui nous pousse à la compétition, qui nous pousse à la séparation, qui nous pousse à marcher sur l'autre ou à être prédateur tant de la nature que de ses richesses, que d'être prédateur aussi vis-à-vis de notre prochain. C'est pas ça la vie. Ça, c'est la survie et encore. Je prône la vie et à travers donc ces œuvres ou ces ouvrages ou ces réalisations, comme vous voulez, et ben, chacun des intervenants vient apporter sa lumière sur ce genre de propos. Et effectivement, le premier a eu un beau succès. Il y a eu plus de 200 000 vues. Nonobstant, il y a un petit bémol, c'est que plus de 90% de ces vues ont été faites par des voix pirates. Et de fait, bon, outre le non-respect du travail de l'auteur ou de l'artiste que je suis, c'est un manque à gagner certain. Et comme vous l'avez peut-être compris, moi je me suis lancé là-dedans tout seul, avec mes petites économies, et j'ai dû emprunter même pour aller au bout du premier, que je n'ai pas intégralement remboursé, mais c'est pas pour autant ce qui m'a freiné pour entamer le numéro 2. J'ai eu une manne que je pourrais qualifier de céleste. En l'occurrence, c'est tout simplement parce que ma maman est décédée et elle s'était promise, même déjà de son vivant, de tout faire pour que je puisse continuer à œuvrer. Et dans ses dispositions testamentaires, elle m'avait laissé une somme suffisante, en tout cas pour bien commencer le travail que j'ai terminé, bon, avec d'autres emprunts, mais plaie d'argent n'est pas mortel, dit le proverbe, et comme je crois énormément dans ce projet et que peut-être qu'il est encore pour le moment assez invisibilisé, mais avec des soutiens comme le vôtre, il va gagner à être plus connu, et ça me permettra de rentrer dans mes frais et d'envisager la production du suivant, hein. Oui, oui, on le souhaite de tout cœur. Il y a un lien d'ailleurs, un lien crowdfunding que j'avais pour le premier épisode. Est-ce que c'est le même pour le second épisode, pour le troisième? Est-ce que ce lien existe toujours? Oui, alors il y a toujours
un lien pour le financement de la série et puis, là, pour le numéro 2, j'ai fait, une page et une campagne de crowdfunding, uniquement, pour, ce 2e documentaire, ouais. On peut le retrouver, sur votre site internet? Parce que vous avez un site internet? Ouais, on peut le retrouver sur le site internet et alors je ne sais pas, si on peut, citer la plateforme, mais en tout cas, il y a une plateforme qui est très active pour, les créateurs, pardon, qui héberge, ma campagne de crowdfunding et qui, dans la même dynamique, promeut aussi mon travail. Bah, si la régie veut, je ne sais pas sous quelle forme elle veut le mettre, soit le passer en bandeau, à la suite de ce qui défile déjà, ou bien plutôt le mettre en lien, sur les replays, en lien actif pour que chacun, à qui on aura donné envie d'avoir la suite puisse intervenir. Bah, d'abord, faut voir les films. Oui, bien sûr, mais bon, bah, le premier, il est visible, et puis là, pour le deuxième, vous avez déjà une petite vidéo annonce, alors on peut peut-être la passer aussi maintenant, oui, si la Comme vous régie veut. voulez, avec plaisir. Oui, oui, puisque tout est information. Assurément. Et à quel point Bon. on est loin de s'en douter. Une des clés du vivant, c'est que ça passe son temps à changer. Voilà. Finalement, il n'y a jamais de rupture. Tout est un continuum atemporel et aspatial, et c'est la définition de l'humain. Parce que tout est relié. Chaque cellule a une mémoire, tout est autonome, tout vibre à tout. La Terre serait un être vivant, en fait, c'est vrai, puisqu'elle reçoit de la basse entropie du Soleil et elle remet de la haute entropie infrarouge. Donc elle fait comme tout système vivant, en fait. La matière, c'est de l'énergie, en fait. Max Planck, alla fine dei suoi anni, ha detto: io per tutta la vita ho studiato la materia, ma alla fine della mia vita devo dire che la materia non esiste. Notre réalité n'est pas du tout ce que l'on croit. La physique quantique, c'est quoi? Il n'y a qu'une seule réalité, c'est l'éther. Tout le reste, c'est de l'illusion. La physique en particulier nous démontre aujourd'hui, pour faire bref, que l'espace, la matière et le temps n'existent pas et qu'il faut les remplacer par la vibration, l'information et l'énergie. There's only one thing. Energy is informed. It's informed by this attractor, by the divine spark. That is the life-giving energy. L'énergie, l'information serait un constituant de cette conscience universelle, mais peut-être pas que. The totality of information in the world is what we could identify as the divine, if we wish to use the spiritual terminology. The wholeness is the divine. Alors dans 15 jours, donc, ce deuxième opus sera visible officiellement. Alors le 10, c'est le 10 novembre à Cavaillon, le 11 novembre à Fréjus et le 12 novembre à Menton. Et c'est à quelle heure? 18h? Alors, à Cavaillon, il y a 2 séances. Une première à 15h qui reprend le premier épisode. Ce sera suivi d'un débat avec Louis Fouché. Et à 18h, le cinéma présente le deuxième opus, Tout est information, qui sera suivi par un débat, cette fois-ci, avec Philippe Guillemant.
et vous avez gentiment évoqué les 2 autres projections qui auront lieu sur la côte. Mais après, il y en a une dizaine d'autres qui sont d'ores et déjà arrêtées, programmées. Et au fil des jours, comme je suis mon propre distributeur, je passe mon temps au téléphone à tenter de joindre des exploitants qui seraient susceptibles d'accueillir le film et un débat après. Et donc, j'invite tout un chacun aussi à se manifester Voilà, autant auprès de moi qu'auprès d'exploitants, parce qu'en fait, il faut bien considérer que tout exploitant a besoin de remplir sa salle, bien sûr. qu'un projet comme celui-ci, qui est totalement atypique et peut-être quelque peu connoté aussi, puisque j'ai pas mal d'étiquettes plus ou moins farfelues qui me collent au dos, et donc se départir de cette instrumentalisation. Ce qui les rassure, c'est quand il y a des associations ou des collectifs qui localement se manifestent, parce que ça leur garantit tout simplement le remplissage de leur salle. Bien sûr. Bon, l'appel est lancé, hein. Merci. À Merci chaque, beaucoup. à chaque projection, il y aura un débat avec vous-même, avec certains intervenants du film, peut-être. Oui, alors ça, c'est une caractéristique qui est majoritairement appliquée dans chacune des projections qui va avoir lieu. Mais il y a une association qui s'appelle Heartfulness, qui est l'association, on connaît la méditation en pleine conscience. Et là, c'est avec l'obédience du cœur que cette association s'est montée, c'est-à-dire la pleine conscience via le cœur. Et eux vont organiser des projections méditation, c'est-à-dire qu'il y a une méditation qui va précéder la projection. Et je trouve ça non C'est seulement génial. ouais, je trouve ça très opportun, parce que la tenue des propos, et puis les images, enfin tout l'ensemble, c'est un véritable voyage. Et le fait de s'y préparer par une méditation, je trouve ça extrêmement judicieux. Et ça renvoie bien aussi à l'esprit du film et de la série. Oui, parce que le film, aussi bien par la qualité des images qui sont meilleures que celles qu'on vient de voir, ça c'est notre petit problème interne, mais la qualité des images, les sons aussi, la musique, qui sont des sons, des chants de la nature, vont prolonger cette méditation. Les gens seront déjà réceptifs, et je trouve que c'est une merveilleuse idée. C'est génial. Et on comprendra mieux que si on arrive de but en blanc en sortant d'un footing, je pense que, puisque tout est information, vous dites les vecteurs de l'information, quels sont-ils? Ce sont la matière et l'énergie. Et où se trouve cette énergie? Dans l'éther, hein, c'est ça. Et l'éther étant le 5e élément, qui est pas vide, mais qui est rempli d'informations. Je vous laisse commenter. Oui. Alors ça, évidemment, ce n'est pas une certitude, hein, et c'est simplement une intuition. Et ce sont finalement à la fois les derniers travaux les conclusions de la physique quantique qui l'énoncent comme telle, mais aussi, pardon, on peut voir les travaux de la neuroscience qui rejoignent aussi tous ces constats. Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, Philippe Guillemont en faisait un résumé très bref et peut-être même un peu caricatural, c'est-à-dire que espace-temps, matière n'existe pas, et qu'il convient de renommer tout cela comme étant
énergie, information et conscience. Là, c'est une approche du vivant et il est vrai que, je l'évoquais tout à l'heure, hein, la matière n'est qu'un millionième de milliardième du volume. Le reste, c'est de l'énergie et c'est de l'information. Ensuite, qu'est-ce qui insuffle cette information? Je pense qu'on aura quelques éléments de compréhension dans le 3e épisode sur la conscience, parce que tout est conscience. Parce qu'on peut aussi estimer que l'espace en tant que tel pourrait n'être que conscience. Et en somme, c'est inviter tout un chacun à appréhender ou à regarder ou à s'émerveiller de la vie d'une façon complètement différente. Et la meilleure façon de percevoir ces informations qui sont évoquées dans le film, c'est par le cœur. La pensée est réductrice, la pensée est maîtresse d'erreurs et de fausseté, disait Blaise Pascal. Et Oui. on sait que notre pensée est aussi extrêmement conditionnée, tant par notre cerveau, hein, que par notre éducation, que par nos expériences, que par nos blessures, nos traumatismes. Et là, vous rejoignez, pardon de vous interrompre, mais ça rejoint quelque chose qui est nouveau pour moi, l'épigénétique. Ah oui. Alors l'épigénétique, avec le professeur Pierre-Mario Biave, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, à savoir qu'il y aurait, en tout cas selon ce professeur, qui par ailleurs a été doublement nominé au Nobel pour ses travaux, selon lui, il y a un instant dans la vie, dans l'embryogenèse, où la vie ne peut être anéantie. Et c'est cet instant épistémologique, c'est cet instant où on a beau envoyer à des cellules aussi bien de la toxicité que d'autres agressions, le vivant reste permanent. Et c'est absolument fabuleux, parce que si on peut considérer qu'il y a un moment dans l'embryogenèse où le vivant ne peut être atteint, touché dans son expansion. Après, ça incite, en tout cas moi, ça m'incite à me demander si, en définitive, puisque on est dans une logique très rationaliste, déterministe, matérialiste, hein, avec un Big Bang, avec un début de vie, et puis pour moi, ce qui implique un début, mène à une fin. Donc, avant, qu'est-ce qu'il y a? Après, qu'est-ce qu'il y a? Et là, on se retrouve dans des interrogations existentielles, certes, mais est-ce que la vie ne serait-elle pas une permanence? C'est moi la question qui m'interpelle. Est-ce que le vivant ou l'intelligence, Oui. parce que le vivant n'est pas que forcément quelque chose de matérialisé. Ça, c'est encore une approche très déterministe, hein. La vie, voilà, viendrait d'une extraordinaire complexification de la matière à partir d'atomes, d'hydrogène, d'oxygène. Mais ça, pour moi, c'est trop réducteur. Parce que quid là-dedans de l'amour, quid de la conscience, quid de la spiritualité? Et moi, il me manque quelque chose. Voilà. Alors,
faut savoir qu'aujourd'hui, la théorie du Big Bang, qui par ailleurs émane d'un ecclésiaste, hein, c'était la Bellomètre, ne l'oublions pas, elle est particulièrement battue en brèche aujourd'hui, et ce par les travaux de la physique quantique, parce que très schématiquement, hein, dans la logique évolutionniste, et même évidemment, on a pris Darwin parce qu'il correspondait bien à cela, ou en tout cas, on a pris certains de ses travaux pour le struggle for life dont on parlait tout à l'heure, la sélection naturelle, c'est le meilleur qui gagne et tout ça, donc ça implique à la fois les pyramides sociétales que nous subissons tant dans notre activité professionnelle que dans toute autre activité. On est dans un rapport de dominant-dominé. Bref, je n'ai pas disserté des heures là-dessus, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a un lien de causalité qui est très fort. C'est-à-dire que selon l'approche déterministe, en fait, l'état de l'univers n'est que le résultat de celui qui précède et qui va constituer celui qui va devenir, comme si tout se déroulait mécaniquement, hein. Donc c'est une vision très mécanistique. Et en fait, comme on est dans un lien de causalité, il n'y a pas d'effet sans cause, ou même inversement, il n'y a pas de cause sans effet. Ce que nous enseigne la physique quantique, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets sans cause, et pour chaque cause, il n'y a pas un effet, mais une infinité. Il peut y en avoir une infinité, oui. Une infinité. Et ça, c'est vachement important aussi pour tout un chacun, parce que notre pensée, notre imagination est créatrice. Et nous sommes les propres créateurs de notre réalité. Si vous voulez, on peut un peu en débattre, mais on empiète un peu sur c'est passionnant. Et voilà. Pas dévoiler tout le film. C'est Philippe Guillemot qui en parle très bien lorsqu'il parle du futur et qu'on peut modifier le futur. Enfin, c'est troublant. Il faut. Et puisque je parle de Philippe Guillemot, j'ai trouvé que dans ce document, j'ai compris tout ce qu'il disait, ce qui n'était pas toujours le cas, parce que je trouve que quelquefois il est un petit peu hermétique. Et là, justement, il s'améliore beaucoup. Mais oui, il alors devient de plus en plus accessible. Et, voilà. Et bravo à lui, parce que tout ce qu'il a à nous apprendre, c'est un émerveillement. Oui, c'est ce que je voulais souligner pour pas rebuter, entre guillemets, certains internautes qui auraient pu relever, parce que c'est absolument passionnant. Et pardon si je fais une redite, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est une question personnelle qui me préoccupe. Vous dites que le vivant est permanent. Bon, ça c'est une chose. Soi-même, on est modifié par l'environnement. Je faisais allusion à l'épigénétique tout à l'heure. Mais Philippe Guillemot, justement, nous dit que le fait d'observer quelque chose, alors pourquoi pas quelqu'un, pourquoi pas soi, le modifie. Alors, oui. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Oui. Alors, alors très vulgairement, c'est l'expérience des fentes de Jung, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'observateur dans une expérience où on balance des électrons contre une paroi, ça se fait de façon totalement aléatoire. Et ce que l'on remarque, c'est que dès qu'on met un observateur, le comportement de ces électrons change. Il y a aussi d'autres expériences qui ont été faites en la matière, sans mauvais jeu de mots, qui démontrent l'influence que peut avoir
une conscience. Moi, je traduis ça au-delà donc de l'observateur, parce que tout observateur a une conscience ou est conscience, et ne serait-ce que la présence de cette conscience modifie le comportement de la chose observée. C'est fou ça. Même au niveau des atomes, j'ai vu. Oui, oui, oui. Et vous savez, il y a je vous citais ces expériences-là. Il y en a une, moi, qui me plaît toujours à raconter. C'est quelque chose comme 4000 méditants qui, dans l'État de Pennsylvanie, ont décidé de prier pour la paix pendant 24 heures. Et ça a été observé par aussi bien des sociologues, mais aussi et surtout par les services de police, qui ont remarqué qu'il y a eu une recrudescence, une baisse, pardon, Oui. des crimes et délits de 40% dans toute la Pennsylvanie. C'est assez édifiant. Oui, oui, le pouvoir de la prière et Entre autres, oui. oui, et puis surtout ce qu'on peut appeler l'égrégore, la force des consciences réunies. Oui, alors dans ce cas-là, la force des consciences réunies, oui, alors là, on est dans un phénomène de résonance. Alors ce même phénomène de résonance que l'on peut aussi aborder déjà avec, je sais pas, tout le monde a souvenir de la Castafiore dans Tintin, ou même de la cantatrice qui va faire briser un verre en cristal parce que son chant aura la même fréquence que celle du verre. On peut penser aussi à ces troupes ou garnisons qui marchent au pas sur un pont et qui font que le pont s'effondre. C'est d'ailleurs pour cela, je crois qu'aujourd'hui, comme suite à cette expérience, les soldats ne marchent plus au pas sur les ponts. Et puis, bibliquement, il y a les fameuses trompettes de Jéricho. Oui. Hein, la septième salve de trompettes qui fait s'effondrer les murailles. Oui, et c'est plus la science se perfectionne, plus les scientifiques vont loin dans leurs recherches ou dans leurs découvertes, plus on se rapproche des enseignements des Grecs, de l'histoire ancienne. Peut-on dire que la physique quantique nous rapproche de la mystique ? Alors, vous avez énoncé au préalable quelque chose sur lequel je voudrais revenir avec un petit peu plus de mesure. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme la Concorde d'il y a 3 siècles maintenant. Les scientifiques s'opposent toujours sur cette dimension spirituelle. Un célèbre scientifique Nobel de physique disait que plus la science avance, plus elle se rapproche de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. On a pu voir ce qu'a donné l'ouvrage de Monsieur Bolloré frères, avec les frères Bogdanov, pour tenter de réinsuffler un petit peu de notion de spiritualité. C'est pas encore totalement gagné. Certes, il y a les zététiciens, il y a les scientistes, et puis il y a les scientifiques. Les scientifiques, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, ceux que j'ai pu côtoyer, ne sont régis que par le doute. Les scientistes n'ont que des certitudes, on a pu le voir pendant la crise Covid et on le voit toujours encore aujourd'hui.
que ce soit pour des questions sanitaires, des questions de virologie, d'immunologie, voire de climatologie, si tant est que la climatologie est une science. Bon, bref. Mais je préfère voilà, mettre cette petite mesure. Maintenant, est-ce que la physique quantique se rapproche du mystique? De mon point de vue, oui, évidemment. Parce que quand j'entends un Marc-Henri, ou un Philippe Guillemant, ou même un Philippe Bobola évoquer le phénomène quantique, et qu'à côté de ça, j'échange avec un vénérable ou un prêtre, ou que sais-je, bien, ce sont les mêmes inclinaisons. Ce sont, ce sont les mêmes domaines qui sont évoqués, avec d'autres mots. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé dans cette série, c'est parce qu'il y a concordance. C'est ça qui est passionnant. Il y a de moins en moins opposition et bon, les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais ils se rejoignent. Il y a un langage commun, en tout cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, 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 oui. Alors, bon, j'ai monté tout ça comme étant des dialogues, même si l'ensemble de mes invités n'étaient pas présents au même endroit, au même moment. Mais je fais en sorte qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait un échange entre chacun, entre un paléoanthropologue, un chimiste, un philosophe, et comme si tout ceci formait une discussion érudite. Et il est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes vocables, ils n'ont pas les mêmes motivations, mais l'intention finalement est assez identique, et les conclusions également. Et c'est ce qu'il y a d'absolument merveilleux. Pardon, on me fait dire que voilà, j'éloigne mon micro. Navré pour l'audition. Je suis désolé. Il y a des petits Oui, je bruits. suis désolé. Tout est information, c'est donc le titre de ce deuxième opus, mais savons-nous décrypter ces informations? Vous dites que nous croyons ce que nous voyons. Oui, parce que, alors... quelle est la différence entre réalité et illusion? Waouh, vache de débat, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Pardonnez-moi. Allusion au mythe de la caverne, là. Alors, il y a évidemment l'allusion au mythe de la caverne, et le fait de casser nos chaînes et de cesser de regarder les ombres, mais plutôt de nous tourner vers la lumière. Ne pas prendre ces ombres comme étant la réalité, mais comme un pâle avatar de ce qu'est le réel. Après, je reviendrai comme les épistémologiques sur la différence qu'il y a entre le réel et la réalité. Non, allez, tiens, je le fais maintenant. Le réel, c'est ce qui est, et la réalité, c'est ce que l'on en perçoit. Hein. Donc, ça passe par notre subjectivité, ça passe par toute une série de filtres qui, finalement, ne font que nous renvoyer ce que nous savons déjà. Parce qu'en fait, notre cerveau est fait de façon telle que nous ne pouvons appréhender ce que nous ne connaissons pas. C'est ce que aussi bien ceux qui bossent dans les neurosciences ou les thérapeutes, les hypnothérapeutes le savent très bien. On a une programmation qui est faite, et notre cerveau va à chaque fois nous renvoyer sur ce que l'on sait, tout en sachant également que ce que l'on reproduit tous les jours, c'est 95% de ce que l'on a fait la veille et qu'on fera le lendemain. Hein. Bon. Donc, partant de là, cette notion de réel ou de réalité, effectivement, moi, elle m'intéresse bigrement. Et comment accéder à toutes ces notions? D'abord, appréhender ce que l'on perçoit, hein, parce qu'il n'y a pas que
que l'aspect visuel, hein, il y a l'aspect kinesthésique, il y a l'aspect olfactif, gustatif, il y a l'aspect auditif, et il y a d'autres sensations. On pourrait même dire qu'il y a aussi l'intuition et encore d'autres phénomènes qui peuvent nous habiter pour nous permettre d'appréhender ou non ce que l'on perçoit. Et là, en l'occurrence, donc, la première démarche pour l'accès à ces informations, eh bien, c'est par le cœur. Parce que par le cœur, d'abord, le cœur est un organe absolument formidable qui possède beaucoup de neurones, 50 milliards de mémoire. On a aussi ce que l'on appelle le fameux deuxième cerveau, le cerveau mésentérique, celui qui est dans nos intestins, avec aussi quelques centaines de milliards de neurones, ce que l'on appelle désormais le deuxième cerveau depuis une dizaine d'années environ, et puis notre fameux cerveau auquel on s'attache et dans lequel on imagine qu'il y a non seulement la conscience, s'il y en a une, bien sûr, nos mémoires et tout ça, et que tout ceci fonctionne de façon très mécanistique. Or, c'est pas du tout le cas. C'est ce que l'on perçoit de notre réalité, ce n'est que 1 sur 3 millième de ce que nous avons en réalité comme capacité de le faire. Donc, ce à quoi nous invitent les méditants et ceux qui sont avancés dans cette quête du réel ou d'une autre dimension de réalité, à part le cœur, c'est la prière, c'est la méditation, c'est pour certains aussi, ça peut passer par de la respiration, par du yoga, et il peut y avoir aussi, et ça c'est en train de revenir en vogue, le terme me gêne un petit peu, c'est toutes les substances entéogènes, toutes les C'est plantes la question que entéogènes j'allais vous qui, poser. ouais, qui manifestement sont aussi à l'origine de nombre de nos textes sacrés, et au préalable, et d'ailleurs ça se fait toujours dans les populations dites traditionnelles, il y a toujours une initiation à cela, selon les tribus, hein, et selon les destinations. Il peut n'y avoir que les jeunes hommes, mais il peut y avoir aussi l'ensemble des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont dans ces initiations, pardon. Et avec ces plantes entéogènes, eh bien, c'est la découverte d'autres réalités, c'est la découverte d'autres informations. Et pour cela, je citerai Aldous Huxley, qui avait écrit un bouquin absolument fantastique, enfin moi, que j'avais trouvé fantastique à l'époque quand j'étais minot. Quand je l'avais lu, c'était Les Portes de la Perception, et déjà, c'était évoqué. Hermann Hesse aussi, dans Le Loup des steppes, évoque ces états modifiés de conscience dans lesquels on perçoit d'autres informations. Dans les rêves, nos rêves, nous rêvons tous les jours, vous et moi, ou même des périodes de somnolence, nous percevons d'autres types d'informations. C'est-à-dire que dès lors que nous nous départissons du petit hamster qui gambade dans notre tête, et souvent en se référant à des inclinaisons négatives ou critiques ou de jugement, qui ne mènent, vous pouvez en faire l'expérience, ou même l'auto-analyse, ça mène généralement pas à grand-chose, sinon à nourrir notre ego. Et donc ce que préconise l'ensemble de ces illustres intervenants, eh bien, c'est de nous départir de nos certitudes, de notre connu, se libérer du connu, disait Krishnamurti, pour embrasser, découvrir ce qui est. Et donc j'ai cité les rêves, la méditation, l'approche par le cœur, et puis ensuite, il y a ce que d'aucuns pourraient qualifier de drogue. Nonobstant, c'est aujourd'hui considéré comme tel.
c'est en train d'évoluer. Historiquement, hein, je reviendrai peut-être, si vous m'en laissez l'opportunité, sur cet aspect-là, mais historiquement, nos sociétés ont grandi, ont évolué avec ce type de plantes. Mais oui, c'est très intéressant et vous avez même un chaman qui en parle très bien dans ce film et il y a un seul intervenant, d'après si j'ai fait bien attention, un seul intervenant qui disait que ce n'était pas indispensable, mais pour tous les autres, ça avait l'air d'être, indispensable. Est-ce que je me trompe? Alors, j'ai pas posé la question à tout le monde d'abord, mais il est vrai que c'est Erwin Laszlo qui évoque le fait que pour se retrouver dans un état modifié de conscience, mais même en auto-hypnose, c'est assez facile hein, de se retrouver dans un état modifié de conscience ou simplement en respiration, ou enfin il y a bien d'autres méthodes aussi euh, liées à la méditation. Il y a cette passerelle possible pour découvrir cette autre ou ces autres réalités. Alors, la personne à laquelle vous faites référence, qui est un être absolument extraordinaire, lui ne prône pas l'usage de ces psychotropes et de ces substances antéogènes. Il souligne simplement le fait qu'avec ces médecines, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, n'est-ce pas? Ces médecines, nous avons accès à des informations assez immédiates. Alors, il est vrai que ingérer de l'ayahuasca, ça permet, alors il ne faut pas le faire comme ça, hein, bien évidemment, il vaut mieux être à la fois préparé, mais aussi encadré. C'est pas un jeu, ça peut être très délicat. Mais il est vrai qu'on a accès à ces champs de conscience, on a accès à ces champs d'information de façon assez rapide et immédiate. Alors qu'en Vipassana, il faut quelquefois, même pour les plus aguerris, une bonne semaine. Oui, une bonne semaine, hein, plusieurs heures par jour, j'imagine. Oh oui. Il faut peut-être inviter nos internautes à la prudence pour ceux qui voudraient se lancer dans des essais intempestifs et non. Non, ça peut être très dangereux. Et il faut vraiment le faire de façon encadrée. Et c'est quelque chose qui se pratique maintenant avec un encadrement médical, même en clinique en Suisse. Ça se pratique au Canada, en Russie, j'allais dire évidemment, parce que ce type d'approche, tout comme le jeûne, ils sont très en avance là-dessus, ou très en avance, ou en tout cas, ils n'ont pas laissé tomber des pans de leur pratique ancestrale. Il faut, voilà, et quand même, si l'état modifié de conscience intéresse vos auditeurs, la façon la plus immédiate d'y accéder, c'est quand même de se référer à ses rêves, à la somnolence, à l'auto-induction, à l'auto-hypnose. Ça ne présente absolument aucun danger. Et le fait d'orienter sa conscience et même sa perception depuis le cœur et non depuis le cerveau et le jugement qui généralement accompagnent ce mouvement, est très révélateur et permet d'accéder à ces états modifiés de conscience. Merci. Le cœur, l'amour, c'est le fil conducteur de toute cette démarche que vous avez. Et de mon existence. Est-ce que vous voulez parler des 4 épisodes suivants qui sont en... Ah, ma foi. Oui, volontiers. Il reste très peu de temps,
vous pouvez peut-être, puisque c'est la suite logique des deux premiers, vous pouvez peut-être nous Alors, donner… logique, ça vous appartient. Oui, comme on dit, je suis mes propos. Le suivant concernera la conscience, sur le fait que dans le vivant, tout est conscience. À la suite de ce 3e épisode, j'entamerai le numéro 4, qui lui concernera l'énergie, comme quoi dans le vivant, tout est énergie. Ensuite, le numéro 5, c'est tout est vibration et non pas fréquence. Il ne faut pas confondre vibration et fréquence, c'est pas la même chose. Et puis en dernier lieu, ben, l'apothéose, évidemment, c'est tout est amour. Et Magnifique. oui, et en tout cas, vous évoquiez la logique. Pour moi, il peut y avoir une logique, mais elle est mienne. C'est simplement mon cheminement personnel. Et je propose ces films un petit peu comme étant un témoignage de ma propre Oui. initiation, de mon propre cheminement, voilà, à la manière d'un Pangloss, comme dans Candide de Voltaire, vous voyez, bah, voilà, je m'émerveille assez facilement de tout. Mais Wake Up, c'est votre œuvre, et merci de partager avec nous toute cette réflexion et d'être entouré de si belles personnes. Merci beaucoup, Christophe. Merci infiniment. Merci beaucoup. Tous nos internautes à se rendre très vite et massivement à la projection de cet opus numéro 2. Je rappelle que les premières projections seront le 10 novembre, donc dans 15 jours à Cavaillon, ensuite le 11 à Fréjus, le 12 à Menton. Vous aurez sur les replays tous les liens pour vous mettre en relation avec la billetterie et réserver vos places. Les projections seront accompagnées de débats et donc ça ne pourrait être qu'intéressant. Merci infiniment, Christophe. Merci à vous, c'était super chouette. Merci. Merci, à bientôt. Bonsoir, à la semaine prochaine.